Formation de la communication politique dans notre pays. Tout le monde connaît et apprécie la qualité de votre programme. Mais c'est très beau, RFM. C'est très beau ce que vous faites, chers amis de la RFM. C'est très beau. Télévision C'est pour ça que vous écoutez RFM. Il n'y a que RFM pour faire du RFM. Il faut être inculte pour condamner le monument. Bokandé. waaw temps yi nga nekkee ci équipe nationale xamoon nga benn waay bu tudd Moussa Ndiaye. waaw. nuyu ko mi ngi lay déglu. may grand. waaye namm naa la. waaye Moussa mal raway. xam nga lu ñuy wax rek cër dafa am cër daal. waaw. yéen ñu dugal ci mbir ñu nekk nii. dama boyal rek. voilà da nga ñuy fàttali suñu ndam la ñu amoon ca France fële ca Asie ca mondial yooya. wallaay neex la defoon yéen a si jàppoon nag yéen a si doon liggéey ñu siy liggéey rek. de toute façon ñu ngi lay sant Moussa. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est à nous de vous dire merci. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon xibaar yu njëkk ci yaatal ak RFM. Merci de nous avoir reçus chez vous. RFM, toujours plus proche de vous. RFM, bienvenue chez vous. RFM. Barthélémy Ngom. À la une, États-Unis, 3 membres d'une même famille sénégalaise périssent dans un incendie. Les victimes sont originaires de Saint-Louis, à Gohumbach précisément. Tristesse et consternation sur place où l'on attend encore l'arrivée des corps. Diomaye et Sonko se retrouvent, des retrouvailles qui ne semblent pas ébranler Bougar Diouf. Le leader de l'Union des panafricanistes sénégalais fait plutôt focus sur la coalition Diomaye, président qui, dit-il, gagne du terrain. La grève du G7, largement suivie ce matin à Kédougou. Le SAEMS local se réjouit et appelle à plus de mobilisation. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tension est toujours palpable. Les étudiants en master déchirent la note du directeur des bourses. Ils ne veulent pas, disent-ils, attendre décembre pour percevoir leur bourse. Conséquence, ils maintiennent le mot d'ordre. Une décision que partage le collectif des amicales de l'UCAD. Le communiqué de ce matin fait mention d'un rejet total des propositions et engagements des autorités. Les opérations de déguerpissement entamées par les autorités depuis un certain temps, c'est à la limite qui dirait un éternel recommencement. La preuve, les marchands chassés de plusieurs endroits sont de retour. Constat à Sam et sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Dans ce grand journal à suivre, les actualités internationales avec Georges Déthié Diop, le sport Malal Diagne Junior. Mohamed Ali Mouba nous rejoindra par la suite pour une lecture de la presse du jour. Les journaux de ce mercredi sur le vent de décrispation entre Diomaye et Sonko. Dégel justement entre le président de la République et son premier ministre. Et après, point d'interrogation. On en parle tout à l'heure dans la rubrique Point de vue. Retrouvez nos 2 intervenants dans une trentaine de minutes. Bienvenue à tous à la technique Aliouba. D'abord, aux États-Unis, où 3 membres d'une même famille sénégalaise ont péri dans un incendie. Ils sont originaires de Saint-Louis, plus précisément à Gohumbach. Les corps des victimes ne sont pas encore remis à leur famille. Dans le quartier, c'est la consternation. Et là, Djimalik Diop, le porte-parole de la famille, avec Ousseynou Diop. Nous avons vécu des moments difficiles depuis l'annonce de la mauvaise nouvelle. Mais c'est une volonté divine. Mme Khalidjei, son épouse Sofietou Diop et sa fille sont morts dans un incendie aux États-Unis. C'est la seule nouvelle que nous avons présentement. Sa belle-mère était aussi dans la maison. Heureusement, elle avait pris la décision de sauter avec un enfant de moins de 6 ans. Actuellement, ils sont tous à l'hôpital. Pour le moment, on attend la décision de la justice américaine. L'enquête est en cours et certainement, d'ici quelques jours, les corps seront remis à la famille. Voilà, c'était donc Eladji Malik Diop, le porte-parole de cette famille endeuillée du côté de Gohumbach. Le reportage de Ousseynou Diop justement sur cette triste nouvelle à suivre lors de nos prochaines éditions. Il est midi, passé de 3 minutes. RFM, partout. Tout le temps. Thierno Alassane Sall à la section de recherche ce matin. La convocation du député leader de la République des Valeurs fait suite à sa plainte contre X dans le cadre du dossier relatif à l'affaire Azer. Une convocation donc qui s'inscrit dans le prolongement de la procédure ouverte après sa plainte. Bougar Diouf qui se prononce sur ce vent de décrispation à Pastef, les retrouvailles entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Pour le leader de l'Union des panafricanistes sénégalais, Diomaye président fait son bonhomme de chemin. Les adhésions, la massification et l'implantation de la coalition dans toutes les régions du Sénégal. Le siège de Diomaye président est déjà prêt et attend juste d'être inauguré. Bougar Diouf interrogé par Mohamed Ali Mouba.
ça ne nous regarde pas. Je ne sais pas si ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, mais nous, au niveau de la coalition Diomaye Président, sous la supervision de Mme Aminata Touré, nous, ce qu'on fait, ça s'appelle accélérer le travail qu'on nous a demandé. Le président a demandé à la présidente Aminata Touré de structurer, de redynamiser et de refonder la coalition. On est sur ça. Donc, d'ici peu, on vous présentera notre permanence de coalition Diomaye Président au niveau national. Il y aura, Inch'Allah, une première réunion et le lancement de la coalition Diomaye Président. Maintenant, la structuration au niveau régional, départemental et communal. Bientôt aussi, vous allez le voir au niveau national. Même dans les villages, nous allons faire cette action-là. Redynamiser la coalition, continuer le travail, les adhésions affluent déjà, faire tout le nécessaire que nous pouvons faire pour que la coalition soit une coalition dynamique, une organisation politique puissante derrière le président de la République. Bon, réconciliation sincère ou réconciliation non sincère, nous, ça ne nous voit pas trop. Nous, on traite avec les membres de la coalition Diomaye Président. Ceux qui ne sont pas membres, ce qu'ils peuvent faire, ils ne vont jamais nous retarder. Ce que nous devons représenter derrière le président de la République, nous allons le représenter et la personne que le président de la République a choisi pour faire ce travail-là est en train de faire un travail extraordinaire. Donc, tout sous sa supervision, retenez que tout marche correctement. Comme au début, c'est que comme si nous nous préparons une élection présidentielle parce que tout est prêt. Tous les signaux sont verts. Et les adhésions restent des centaines derrière qui doivent être traités. On doit contacter les pêcheurs, les mareyeurs, tous ces gens-là qui nous contactent, pêcheurs, mareyeurs, agriculteurs, étudiants, diaspora et autres. Nous, on est en train de traiter ces informations pour savoir ici qui est qui pour les intégrer au niveau de la coalition. Parce qu'il y a tellement d'adhésions que nous, on ne peut pas faire ça, tout ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Donc, on est sur ça. Donc, ce que disent les gens de PASTEF, c'est parce qu'ils ont peur. Ils croyaient que s'il y a un différend entre le président et le président de PASTEF, les Sénégalais allaient abandonner le président Diomaye et aller vers Sonko. Et ils ont vu le contraire. Bougar Diouf, le président de l'Union des panafricanistes sénégalais, membre de la coalition Diomaye Président. Je vous l'annonçais en titre, la grève du G7 largement suivie à Kédougou. La plupart des établissements scolaires n'ont pas fonctionné ce matin. Le secrétaire général du SAEMS local, il se réjouit et appelle à plus de mobilisation pour contraindre le gouvernement à respecter les accords déjà signés. Mamadou Seti Sané, au micro d'RFM Kédougou d'Ibrahima Diabakhate. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des camarades pour avoir respecté le mot d'ordre. Hier, nous étions en ASE pour faire le point sur le plan d'action qui tourne autour de 5 points. Le premier point, c'est la situation des décisionnaires. Ce sont des agents de l'État comme les fonctionnaires. Ils ont les mêmes missions, les mêmes tâches et le même travail. À la retraite, ils vivent dans une précarité. Ils n'ont pas le même traitement salarial et les mêmes avantages dus à la retraite. Le gouvernement a pris des engagements fermes pour corriger cette inéquité. Mais jusqu'à présent, il y a un manque de volonté pour régler ce problème-là. Nous aussi, on ne peut pas croiser les bras. Le deuxième point, c'est les lenteurs administratives. Nos dossiers sont bloqués entre la fonction publique et les finances. Le troisième point, c'est le démarrage effectif de la formation diplômante universelle. Le quatrième point, c'est l'académisation du BFM. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la tension reste palpable. Les étudiants en master déchirent la note du directeur des bourses. Ils ne veulent pas, disent-ils, attendre décembre pour percevoir leur bourse. Et conséquences, ils maintiennent le mot d'ordre. Dembaka, le président du collectif des étudiants en master de la faculté des lettres et sciences humaines. Le directeur des bourses, ce qu'il a dit, ça lui concerne personnellement. Ça ne nous lie pas, nous. Donc, hier, on l'a vu, il nous a manqué de respect parce qu'il n'a rien dit, de clair, en fait. Il n'a rien posé sur table. Donc, il s'est permis de publier un communiqué juste après notre départ. Ce qu'il a dit, ça ne nous lie pas. Nous, ce qu'on a exigé, notre mot d'ordre est très clair. Les étudiants seront payés et intégralement, sans condition. On ne va pas accepter aujourd'hui des paiements progressifs. On ne l'accepte pas et on ne va pas l'accepter. Cela est très clair. Les étudiants seront payés, sinon nous, notre mot d'ordre ne sera pas levé. Les étudiants seront payés. Nous, on n'attend pas le mois de décembre. Si on doit aussi attendre le mois de décembre, ce sera donc des choses très claires, basées sur des conditions très claires, que les étudiants seront payés intégralement. On ne peut pas le payer d'une manière progressive. Ça, on ne l'accepte pas et on ne va pas l'accepter. Il faut qu'ils respectent les étudiants. Il faut qu'ils payent les étudiants. Donc, leur dû, quoi. Le combat continue et le mot d'ordre reste le même. Notre interlocuteur actuellement, c'est le terrain et nous allons faire face. Les étudiants seront payés. Le collectif des amicales de l'UCAD, justement, dans un communiqué qui nous est parvenu ce matin, informe avoir rencontré le conseiller technique du Premier ministre sur ordre de ce dernier. Le collectif dit avoir également eu des échanges avec les directeurs du COUD et des bourses pour évoquer la situation actuelle.
Il en est de même de la rencontre tenue avec Ousmane Sonko Junior, conseiller à la présidence de la République. Mais malgré toutes ces rencontres, aucune solution n'a été posée sur la table. Le collectif des amicales de l'UCAD informe donc la communauté qu'il n'est pas assouvi par des propositions et engagements pris par les autorités, et c'est pourquoi il maintient sa position en exigeant le paiement intégral et sans condition de toutes les bourses. Le collectif des amicales de l'UCAD qui exprime son soutien aux étudiants blessés lors des manifestations et se félicite de la mobilisation. Le collectif des travailleurs du groupe Excaf Télécom qui monte encore au créneau. Ces travailleurs sont restés 11 mois sans salaire et à cette dette s'ajoutent 35% des arriérés non réglés datant de 2022. Écoutons à ce sujet Pape Adama Diop, il est membre du collectif des employés du groupe Excaf Télécom. De plus de 11 mois, nous travaillons sans percevoir nos salaires, plus de 11 mois sans revenus pour nourrir nos familles, plus de 11 mois à survivre dans une précarité totale pendant que la direction reste silencieuse. Même les 35% des premiers arriérés qui nous avaient été promis n'ont toujours pas été versés. Nous, travailleurs d'Excaf Télécom, nous avons été patients, nous avons été professionnels, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour assurer la continuité du service. Mais aujourd'hui, la limite est franchie. Ce qui est encore plus grave, c'est l'absence totale de réaction de la direction générale. Le PDG Sidi Diagne qui reste introuvable, aucun dialogue, aucune explication, aucun respect pour les employés qui ont fait vivre cette entreprise pendant des années. Face à cette situation, nous affirmons ici, devant le peuple sénégalais, que nous réclamons sans condition le paiement immédiat de nos 11 mois d'arriérés de salaire. Rien ne justifie que des travailleurs soient abandonnés dans cette manière. Nous lançons un appel solennel à notre compétence. Intervenez, aidez-nous. Trouvez une solution urgente à cette situation qui met en péril nos familles, nos enfants, nos vies. Nous ne demandons que justice. Nous ne demandons que ce qui nous revient de droit. Les travailleurs du groupe Excaf donc qui était en conférence de presse ce matin. L'inquiétude et le désarroi des habitants de Nimzat Almadi, un quartier de Tivaouane Peulh, situation née de l'annonce du Procasef qui confirme l'appartenance du titre foncier de leur quartier à l'État. Une inquiétude qui vient s'ajouter au problème de la cité, insécurité, manque d'eau potable, défaut d'éclairage public et de routes praticables, entre autres. Aminata Ba. Le titre foncier de Nimzat Almadi à Tivaouane Peulh appartient à l'État du Sénégal, une annonce du Procasef qui suscite une profonde inquiétude chez les habitants, selon Amadou Fati, le délégué du quartier. Ça fait des années que beaucoup de parmi nous ont des papiers de délibération. La venue du Procasef, ces agents sont venus sans pour autant faire aucune levée. Ils nous disent que nous baignons dans un titre, donc ils disent que c'est le titre de l'État. On a fait l'état des lieux avec un document administratif qu'on nous a livré où c'est écrit tenu. C'est des géomètres agréés qui l'ont fait. Nous avons ces preuves. Mais quand eux, ils viennent, ils nous disent que nous baignons dans un titre de l'État, sans pour autant nous expliquer où ça commence, où ça finit, ça nous met dans un désarroi, dans une situation sombre. Les populations vivent des problèmes d'accès à l'eau potable. Chaque jour, femmes et hommes se ruent vers les motopompes pour s'approvisionner en eau, une eau souvent de mauvaise qualité. Une situation éprouvante qu'elles subissent depuis plus de 10 ans. C'est le problème de l'eau. J'ai eu quand même l'aval de la direction de la SONES depuis le mois de mai passé. On nous a envoyé ici des experts. On a bénéficié des tuyaux. Cette société a disparu. Nous attendons l'eau. À Nimzat Almadi, communément appelé quartier Fati, l'insécurité s'est installée. L'absence d'éclairage public favorise les agressions aggravées par l'état quasi impraticable des routes. Il n'y a pas d'électricité dans toute cette zone-là. Donc il y a un problème d'insécurité qui règne dans ce quartier. Le matin, souvent à l'aube, il y a des pères de famille qui quittent leur lieu de vie pour venir à la mosquée. Ils sont souvent agressés. Tout est sombre. La route, il y a cette route latérite qui baigne ici plus de 4 ans. Les habitants dénoncent le manque d'investissement en infrastructures sociales de base de la part de la mairie. Ils appellent le gouvernement à intervenir pour améliorer leurs conditions de vie. Aminata Ba, Tivaouane Peulh, Radio Futurs Médias. Midi 13 minutes, je vous l'annonçais en titre, les opérations de déguerpissement entamées par les autorités depuis un certain temps. C'est à la limite un éternel recommencement. Et la preuve, les marchands chassés de plusieurs endroits sont de retour. Constat à Sam et sur l'avenue Cheikh Anta Diop, Ibrahima Kerambalo. man ay yére jigéen laa fi jaay depuis 94 opération déguerpissement jaaxalunu lépp la mu fekk te mujjul fenn. Sefour Thioub est un marchand ambulant. Crevé en train de ranger ses bagages vêtus d'un boubou traditionnel wolof, il est établi sur le long des allées de l'avenue Cheikh Anta Diop depuis plus de 30 ans. Pour lui, les opérations de déguerpissement entamées par les nouvelles autorités est une cause perdue. Les marchands ambulants vont toujours exister ici au Sénégal. Les jeunes n'ont que cette activité parce que le pays n'est pas du tout développé.
À quelques mètres de là se trouve un autre marchand ambulant. Sous le couvert de l'anonymat, il estime que les autorités ont mis la charrue avant les bœufs. La manière dont les autorités nous ont déguerpis n'a pas été bien réfléchie. Il fallait au préalable réfléchir sur un site de recasement. À ses côtés, son camarade de rancherie, que sans politique alternative, les jeunes vont toujours revenir. Tous les jeunes n'ont pas de travail, la quasi-totalité sont dans la rue. Avec le contexte économique actuel, les autorités ont mal choisi le moment. Le mieux était de trouver un site de recasement. Les marchands ambulants se sont réinstallés sur les artères libérées il y a quelques semaines. Ils demandent des sites de recasement. RFM 94.0, la radio en puissance. Santé à présent, traitement de la drépanocytose, l'hydroxyurée est désormais disponible au Sénégal. Le médicament produit et commercialisé grâce à l'appui de l'industrie pharmaceutique locale, prescrit pour atténuer et espacer donc les crises de douleur. La disponibilité de ce médicament est bien appréciée par l'association des drépanocytaires à Wambaye. La production et la commercialisation de l'hydroxyurée par le Sénégal est une grande révolution dans l'accès aux médicaments à tous les patients drépanocytaires, selon le professeur Salih Diop, chef du service d'hématologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'hydroxyurée, qui est appelée sous le nom de DREPAF au Sénégal, a montré ses preuves pour réduire la fréquence des crises douloureuses qui sont des situations très difficiles chez les drépanocytaires et également réduit la fréquence aussi bien des complications que de la mortalité globale. La disponibilité de l'hydroxyurée a souvent connu des tensions à travers des ruptures de stock répétées, mais avec la production locale, les avantages sont assurés d'après le professeur Diop. C'était un médicament certes qui était disponible, mais d'accès difficile et je pense que la production locale par le laboratoire Teranga Pharma qui s'est associé à un laboratoire indien permettra non seulement de favoriser donc la disponibilité parce que c'est un produit où il y avait beaucoup de ruptures. Maintenant, c'est un produit qui va être disponible dans toutes les pharmacies, mais également réduit le coût. Je pense que le coût de 15 000 francs va être ramené à peu près 3 000 francs. L'association des drépanocytaires applaudit ce médicament est capital dans leur traitement et désormais il sera à leur portée. Magaye Ndiaye, le président. L'hydroxyurée faisait partie des médicaments les plus utilisés, mais qui sont les plus rares. Et donc, si on a aujourd'hui une industrie locale qui arrive à faire la production qu'il faut, nous espérons qu'il y aura plus de ruptures et que le prix sera beaucoup plus accessible. D'ailleurs, l'association des drépanocytaires du Sénégal lance un appel aux autorités pour qu'elles appuient davantage l'industrie pharmaceutique locale pour plus d'initiatives de ce genre. En perspective du concours national des métiers, le projet FIT Sénégal a organisé une série d'activités de sensibilisation. Vous m'excusez, une série d'activités de sensibilisation donc en rapport avec les différentes structures de jeunesse de la région de Kédougou. Le but, Bakary Konté, est d'inciter les jeunes à s'intéresser davantage à la formation professionnelle. Le projet FIT Sénégal a mené plusieurs activités de sensibilisation sur la formation professionnelle, une manière de préparer activement le concours national des métiers du Sénégal. Aliou Soiré, coordinateur régional du projet FIT Sénégal à Sédhiou. On avait sélectionné 50 jeunes. À la suite de ça, on avait fait une demi-finale où on a sélectionné 25 sur les 50. Ce sont ces 25-là qui vont faire la finale. Il y a des perspectives en avance, il y a des activités. Aujourd'hui, on a entamé une caravane de sensibilisation où on a regroupé l'ensemble des clubs de basket, les enfants et tout, et les structures de la jeunesse. On va faire une activité de fitness. On a regroupé l'ensemble des clubs de fitness ici à Sédhiou. Voilà, et de ce fait, nous allons faire un méga fitness où on va aussi sensibiliser la jeunesse, la population de Sédhiou par rapport au final. Ramatoulaye Wade, apprenante au CFPI de Sédhiou, a remporté le concours régional. Elle lance un appel aux filles. Le message que j'ai pour les jeunes, c'est que voilà, la formation professionnelle, très souvent les gens pensent que c'est des gens qui ont abandonné l'enseignement général, qui sont là-bas, mais c'est totalement le contraire. Voilà, je peux même prendre exemple sur moi parce que voilà, j'ai eu mon bac et j'ai opté d'aller faire la formation professionnelle en électricité. Il n'y a pas de métier pour les filles et il n'y a pas de métier pour les garçons. Juste c'est la volonté, le courage et l'ambition
de réussir. Parfois, il y a des gens qui sont là, qui pensent qu'il n'y a pas de travail. Mais voilà, le travail ne vient pas lui-même. Donc voilà, avec la formation professionnelle, même sans faire les bancs, on peut faire la formation professionnelle. Le projet Fit Sénégal est un programme qui propose un accompagnement à différentes étapes du parcours des jeunes, de l'orientation à l'insertion professionnelle en passant par la formation, la création de filières, des métiers liés aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Bakary Konté, Sédhiou et Radio Futur Média. L'actualité internationale. À midi, bientôt 20 minutes. Georges Déthié-Diop, bonjour, bienvenue. Bonjour Barthélémy Ngom. Législative en Côte d'Ivoire, plus de 1000 candidats en lice. La commission électorale indépendante a validé hier 1141 candidatures pour les législatives prévues donc le 27 décembre prochain. Le parti au pouvoir, le RHDP, présente plus de 200 candidats, dont plusieurs membres du gouvernement, tandis que le PDCI-RDA, principal parti d'opposition, aligne plus d'une centaine de candidats dans son fief de Cocody. Le PPACI de Laurent Gbagbo a choisi de boycotter le scrutin, mais certains de ces cadres se présentent en indépendant. Ces candidatures hors parti représentent près de 60% des dossiers validés. Conséquence de cette situation, Laurent Gbagbo frappe fort. Le président du PPACI a révoqué 22 cadres, dont plusieurs figures comme Stéphane Kipré et Georges Armand Ouenien. Ils sont accusés d'avoir bravé la ligne du parti en maintenant leur candidature aux législatives. Alors que le PPACI a décidé de boycotter le scrutin, le parti parle d'une décision mûrement réfléchie, justifiée par la discipline interne et le respect dû aux victimes des violences de la présidentielle d'octobre dernier. Important coup de filet d'Interpol contre le terrorisme et les réseaux criminels en Afrique de l'Ouest. Une vaste opération menée dans 12 pays entre juillet et octobre a permis d'arrêter 62 suspects, dont 9 liés à des groupes terroristes actifs dans la sous-région. Des armes, des explosifs, des véhicules volés, mais aussi du cannabis et des médicaments contrefaits ont été saisis. L'opération est baptisée Screen West Africa 2025. Sodatia. Interpol dévoile une opération d'ampleur menée discrètement ces derniers mois en Afrique de l'Ouest, baptisée Screen West Africa 2025. Elle a mobilisé les forces de sécurité de 12 pays avec un objectif clair: renforcer le contrôle des frontières et traquer les individus liés au terrorisme et au crime organisé. Pendant près de 4 mois, les agents déployés sur les frontières terrestres, aériennes et maritimes ont multiplié les contrôles grâce aux bases de données de l'organisation. Résultat, 1,7 million de vérifications en temps réel, un chiffre en forte hausse par rapport à l'année précédente. Ces contrôles ont permis d'identifier et d'arrêter 9 suspects liés à des activités terroristes. Parmi eux, 2 individus appréhendés au Burkina Faso recherchés pour des attaques meurtrières attribuées au Djinima, un groupe affilié à Al-Qaïda qui avait tué plus de 10 membres des forces de sécurité en Côte d'Ivoire en 2020. Un 3e suspect lié au terrorisme a été arrêté, cette fois sur la base d'une notice bleue émise par le Togo. Dans la région, l'opération a également mis au jour d'autres formes de criminalité. En Mauritanie, 6 personnes ont été interpellées pour leur lien présumé avec une attaque terroriste. Et au Ghana, une intervention a permis de libérer 21 victimes de traite humaine retenues au Nigeria. Les saisies donnent la mesure de l'ampleur du trafic: 17 caches d'armes, de la dynamite, des détonateurs, 136 véhicules volés, plus de 700 kilos de cannabis et des quantités importantes de médicaments opioïdes contrefaits. Autant de produits dont la revente peut servir, selon Interpol, à financer des groupes armés et des réseaux criminels transnationaux. Pour Interpol, ces résultats montrent l'urgence d'un renforcement permanent de la coopération policière dans une région où les frontières poreuses restent une porte d'entrée pour le terrorisme, la contrebande et la traite humaine. Faure Gnassingbé, le président togolais, il est en visite officielle à Moscou. Une première depuis 6 ans. Faure Gnassingbé sera reçu par Vladimir Poutine. Les 2 dirigeants vont discuter du renforcement de la coopération entre leurs pays, notamment la sécurité, l'agriculture, l'énergie, la formation et la diplomatie. La rencontre intervient dans un contexte de rapprochement stratégique entre la Russie et plusieurs pays africains. Le Togo en fait partie. Les échanges se sont intensifiés ces dernières années avec l'augmentation
l'augmentation du nombre de bourses d'études, mais aussi la signature en octobre d'un accord cadre de coopération militaire, accord qui prévoit exercice conjoint, formation et échange de renseignements. Lomé et Togo veulent désormais consolider ses acquis et ouvrir de nouveaux axes de partenariat, alors que la Russie, elle, cherche à renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest. En Ukraine, de nouvelles frappes russes ont fait au moins 19 morts et 66 blessés dans la nuit de mardi à mercredi. À Ternopol, un immeuble de 9 étages a été touché, ce qui a provoqué un vaste incendie. La région de Kharkiv, elle aussi, a été ciblée pour la 3e nuit consécutive par une attaque massive de drones. Attaque qui a fait 36 blessés, dont des enfants. L'armée ukrainienne affirme avoir abattu 442 drones et 41 missiles sur 476 engins lancés par la Russie. Ce matin, tout le pays était en état d'alerte aérienne. Les autorités redoutent une intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques à l'approche de l'hiver. Merci beaucoup Georges Déthié Diop, midi 25 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dégel entre le président de la République et son premier ministre et après, point d'interrogation. On en parle tout à l'heure avec nos deux intervenants. Nous serons notamment avec Mamadou Mbouch, le coordonnateur du F24, et Demba Gueye, analyste politique. RFM Sport. Dans ce studio. Bonjour Diagne. Bonjour Barthélémy. Après la fenêtre FIFA, place maintenant au bilan des Lions de la Teranga. 2 matchs joués face au Brésil et face au Kenya, avec des buts marqués et des buts encaissés, une victoire et une défaite. Que retenir de la prestation de l'équipe nationale du Sénégal, mais surtout de la prestation des joueurs comme Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr, nouvellement appelés en équipe nationale. Notre consultant Cheikh Oumar Aïdara analyse la sortie de ces deux nouveaux. On a constaté l'arrivée de 2 joueurs qui sont particulièrement très intéressants, Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr, qui arrivent dans la tanière, plus ou moins au bon moment, parce que c'est des prétendants sérieux de cette liste en perspective de Pape Thiaw. Pour Ibrahima Mbaye, je pense que le ticket est validé parce que j'ai découvert un joueur qui a une capacité extraordinaire dans les variables de jeu offensif. Et ça, on en a carrément besoin, surtout quand on joue une Coupe d'Afrique où on a des équipes qui souvent jouent dans des blocs bas. Donc c'est naturellement un joueur qui va nous valoir beaucoup de satisfaction. Il l'a démontré, il nous a montré qu'il a des capacités offensives extraordinaires, que ce soit sur le côté, à l'intérieur du jeu. C'est un garçon qui est hyper intéressant. Après, on a Mamadou Sarr aussi, un défenseur central qu'il fallait voir de manière beaucoup plus large. On n'a pas eu l'occasion parce que c'est le dispositif tactique qui répondait pas un peu aux attentes. Si on joue avec 3 défenseurs, on n'a pas toutes les possibilités de le voir à l'épreuve. Mais il reste encore un garçon qui en club donc nous a valu plein de satisfaction. Il arrive au moment où on a une défense composée de Koulibaly et de Niakhaté. Donc je pense qu'il peut aussi batailler pour aller chercher une place dans cette charnière centrale. Donc c'est quelque chose qui est encore possible. Mais tout compte fait, je pense que Pape Thiaw devrait hier l'essayer dans une paire axiale avec 2 défenseurs. Ça allait nous permettre d'avoir beaucoup plus d'éléments de comparaison et de voir effectivement comment il allait se comporter dans ce dispositif. Dans l'ensemble, quelle analyse faire de la prestation de l'équipe nationale du Sénégal pour cette fenêtre FIFA, des rencontres suivies par le président de l'Association nationale de la presse sportive, Abdoulaye Thiam, qui analyse les 2 sorties de l'équipe nationale du Sénégal. L'équipe nationale du Sénégal a réalisé une performance XXL qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Elle est importante d'abord pour le moral, surtout suite à la défaite face au Brésil. Mais il y a eu une très bonne réaction, doublement d'ailleurs. D'abord, il y a eu beaucoup de buts, 8 buts. C'est la 2e plus grosse performance de l'histoire footballistique du Sénégal après le 10-1 de 1972 avec l'entraîneur Joe Diop. Donc il faut féliciter l'équipe nationale, féliciter encore une fois le coach de l'équipe nationale qui a pu trouver des mots justes pour galvaniser davantage ses joueurs. Autre aspect aussi de cette rencontre-là qu'il faut relever, c'est quand même la performance de Ilaï et aussi particulièrement de Mbaye au niveau de la pointe de l'attaque. Je pense que c'est très important. Et Pape Thiaw aussi, il avait du mal à dormir. Là encore, ça va aller crescendo parce que les places vont être extrêmement chères. J'ai beaucoup aimé cette performance de cette équipe nationale du Sénégal-là. Mais jadis, les Sénégalais
Sénégalais avaient l'habitude quand ils marquent 1 but, 2 buts, 3 buts qu'ils s'arrêtaient, mais ils ont continué jusqu'aux arrêts de jeu pour vouloir encore marquer, scorer, marquer davantage. C'est ça la marque d'une grande sélection. Aujourd'hui, chapeau encore à cette sélection nationale. Et nous parlons basketball. Maladian Junior, Tivaouane Basket et l'Union sportive de Ouakam qui retrouvent la première division. Le basket au masculin, ces deux formations ont fini par valider leur ticket pour évoluer la saison prochaine en National 1. Sodetiam s'est penché sur les performances objectifs de ces deux formations. L'US Ouakam et Tivaouane Basket Club ont livré la finale de la D2 hier, remportée par l'US Ouakam 70-64 et promu en première division pour la saison à venir. Medoun Diagne, l'une des cadres de cette équipe de l'US Ouakam, magnifie ce résultat. C'est vrai, c'est juste dans l'entraînement. On a bien entraîné toute la saison, du matin au soir. Il n'y a pas de secret. Tout le monde est content. C'est le coach de base, le coach pour le tournoi. Il nous a beaucoup aidé. Je pense que c'était difficile, mais à ce retour, on est très content. Parce qu'il a beaucoup changé dans l'équipe. Il a tout changé. Tivaouane Basket Club qui retrouve pour la première fois la première division est aussi satisfait de cette montée en D1. L'entraîneur Matar Djahate. C'est un bilan très positif parce qu'on a eu une seule défaite, donc on l'a eu en finale. On a joué une équipe expérimentée qui vient en première division, donc c'est un bilan très positif. On s'est entraîné jour et nuit pour en arriver à ce stade. Nos deux interlocuteurs soulignent également qu'il y a bel et bien une différence entre la première et la deuxième division. Bien sûr, il y a une différence. Parce que la D1, c'est tactique, alors que la deuxième division, c'est un peu physique, surtout les championnats de monde. Il y a beaucoup de différences. D2, c'est difficile. La saison commence tard, 8 mois de compétition. On a des compétitions, c'est très difficile. Et l'objectif pour la première division, la saison à venir, ce sera le maintien pour les deux équipes. À D1, juste le maintien. Notre objectif, c'est maintenir l'équipe. Jusqu'à l'année prochaine, on joue les gars. L'objectif majeur, c'est le maintien. Mais si on peut accéder en play aussi, on le fera, Inch'Allah. On va tout faire pour accéder à ça. Rappelez tout simplement que l'US Ouakam, championne de la deuxième division, retrouve l'élite après une année en deuxième division. Voilà Barthélémy, c'est tout pour les Actus Sport. Merci Maladian Junior. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Et la Banque Outarde vous offre votre revue de presse. Les quotidiens de ce mercredi sur le vent de décrispation entre le président et son premier ministre. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Ousmane Sonko écourte son congé et reprend service. Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre Premier ministre finisse par revenir de ses congés aux allures, dit-on, de bouderie? Le journal L'Observateur note que le Premier ministre est de retour, mais Diomaye refuse de céder face à la pression. Entretien sans concession hier au Palais de la République, il laisse planer le doute sur une réconciliation à la tout est pardonné, tant la fracture est béante. Pour combien de temps cet équilibre fragile va-t-il tenir, s'interroge le journal. L'AS en tout cas informe que le chef de l'État consulte à tout va comme si de rien n'était. Après la présidente du Conseil constitutionnel, c'était au tour du président de la Cour suprême de passer voir le chef de l'État suivi du bâtonnier. Comme Mijot Bassirou Diomaye Faye s'interroge, du coup le journal LAS, le quotidien, y voit en tout cas un signe de désescalade, mais le journal constate que Mimi Touré continue de carburer à fond pour trouver au chef de l'État un bras politique. Diomaye président continue de recruter. Les adhésions se multiplient. Et le journal Les Échos constate que Diomaye n'a pas cédé d'on puisse sur les exigences d'Ousmane Sonko. Il campe fermement sur ses positions concernant Dr Abdourahmane Diouf et Mimi Touré. Les deux collaborateurs du président ne bougent pas du cercle du pouvoir, contrairement à ce qu'exigeait Ousmane Sonko. Vox Populi s'interroge sur les variables du compromis en cours. Sur quoi ils se sont entendus. Toujours est-il que les pacifiens proches d'Ousmane Sonko ont poussé un ouf de soulagement après que Diomaye a accepté de rouvrir ses portes aux pacifiens. Il a reçu hier le bureau politique de PASTEF, pointe le journal, avec des alhamdoulilah et de Maître Tal et de Mam Diarra, femme ici en une du journal Vox Populi. Walfadri parle d'équilibre de la terreur. Pendant que les deux se battent pour le contrôle du pouvoir, Tribune informe que le Sénégal agonise. Son économie s'essouffle. Le journal Les Échos a jeté un coup d'œil sur le rapport trimestriel d'exécution budgétaire au troisième trimestre 2025. 1000 milliards de salaires, 40 milliards seulement d'investissement. Les dons, 30 milliards, avec un déficit budgétaire de 1059 milliards en fin septembre. 168 organismes publics
public cumule un budget de 2210 milliards de francs CFA. Mais le Soleil préfère faire focus sur les recettes budgétaires, plus de 3254 milliards recouvrés au troisième trimestre, montant équivalent à 70% de l'objectif annuel. Pour l'AS, ces milliards ne sont pas forcément un exploit, c'est le contribuable sénégalais qui a été pressé comme du citron par le fisc. Justice Wally Seck devant le pôle judiciaire financier le 2 décembre prochain, informe l'AS. L'info relève que le chanteur est entendu dans le cadre de l'affaire de la Rolls-Royce. Sur ça est revenu sur l'affaire Farbangom. Le maire des Agnam s'est lâché. Il a rassuré ceux qui sont venus lui rendre visite. Et puis sport pour boucler, préparation CAN Sénégal-Kenya, 8-0 comme à l'entraînement, Bûcheron Sud Quotidien. Le Sénégal a renoué avec le succès en remportant 8-0 en amical le duel qu'il a opposé au Kenya. Et cela permet au sélectionneur Pape Thiaw d'avoir plus de certitude sur le plan tactique et en même temps de faire une large revue d'effectifs à moins de mois de la CAN 2025. Le journal Enquête note que les Lions se déchaînent sur les Harambee Stars. Les Lions pulvérisent les Harambee Stars, note de son côté le journal LAS. Le journal Le Soleil parle de festin des Lions hier. Bonne nuit à tous. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, et la Banque Outarde vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À midi 35 minutes, dégel entre le président de la République et son premier ministre. Et après, point d'interrogation, on en parle à l'instant même avec nos deux intervenants. Nous sommes avec Mohamedou Mbouch. Monsieur Mbouch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du F24, notre deuxième intervenant Demba Gueye. Monsieur Gueye, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Merci Gueye, vous êtes analyste politique. D'abord, je vous donne la parole, Monsieur Gueye. Alors, ce dégel, une décrispation entre le président de la République et son premier ministre, la presse en a parlé suite à une rencontre entre le président et Ousmane Sonko. D'abord, est-ce sincère? Bon, écoutez, c'est difficile de dire que les décisions qui ont été prises sont des décisions sincères. C'est difficile de le dire. Tout ce que l'on peut faire, c'est que nous avons constaté quand même un certain nombre de contradictions. Par exemple, parce que vous parlez de la presse qui a relayé l'information, et c'est la même presse qui a dit que la coalition Diomaye Président continue à recruter. C'est la même presse également qui a dit que Diomaye entretient le flou concernant son éventuelle candidature pour 2029. C'est la même presse qui a relaté un certain nombre de faits qui laissent penser que cette rencontre, en tout cas, est une rencontre qui a été faite pour respecter des procédures, pour calmer la tension, apaiser la tension. Mais au fond, en tout cas, les dissensions politiques continuent à exister, les désaccords continuent à exister. Et ces désaccords, c'est quoi? C'est l'existence de la coalition, c'est moins, je dirais c'est moins l'existence de la coalition Diomaye Président, mais c'est moins également la nomination de Mimi Touré, beaucoup en parlent, mais le désaccord est beaucoup plus profond que ça. Ça, j'ai à le dire, le désaccord existe depuis très longtemps, depuis que le président Diomaye a été nommé, et cela, nous pouvons le confirmer à travers un certain nombre d'événements qui se sont passés. L'exemple, la nomination de Samba Ndiaye, tout le Sénégal était ébahi quand ils se sont rendus compte que c'est le Premier ministre qui a contesté la nomination de Samba Ndiaye et c'est le Premier ministre qui a refusé que Samba Ndiaye prenne fonction. Et donc, c'est le Premier ministre qui désavoue en refusant de contresigner le décret. Absolument. Et c'est le Premier ministre donc qui contredit le président de la République. Et c'est le Premier ministre qui refuse une décision du président. Donc, tout le Sénégal était ébahi, étonné de voir que quelque chose qui ne s'est jamais passé au Sénégal s'est passé. Donc, les problèmes ont commencé depuis cette période, et maintenant, la question, l'intitulé de votre émission, et après. Et moi, je pense qu'après, on ne peut pas prédire l'avenir, mais ce que nous attendons, on peut dire ce que nous attendons de ce compagnonnage-là, de Sonko et de Diomaye, ce que les Sénégalais attendent, ce que les Sénégalais lambda attendent. Je ne parle pas du militant
du pasteur, je ne parle pas du militant politique, mais je parle de ce que les Sénégalais attendent. Ce que les Sénégalais attendent, c'est fondamentalement la restauration de l'autorité du chef de l'État. Ça, vraiment, aujourd'hui, le régime du président Diomaye en souffre énormément. Nous avons un président de la République qui est fragilisé dans son image, qui est fragilisé dans son autorité, qui est fragilisé et par son propre parti politique. Ce qui est paradoxal, c'est ça. On avait l'habitude de voir un président de la République confronté à des problèmes avec des entités politiques situées dans l'opposition. Généralement, ces entités politiques, on les situait dans l'opposition, mais cette fois-ci, on voit un président de la République très respecté par l'opposition, mais qui est fragilisé au sein de son propre parti. Et là, ça pose problème. Je reviens à vous tout à l'heure, Demba Gueye, le temps de donner la parole à Mamadou Mbodj. Monsieur Mbodj, coordinateur du F24, en tout cas, tout est parti, si je peux me le permettre, de la restructuration voulue par le président de la République en décidant de confier la coordination de la coalition Diomaye président à Aminata Touré. Le PASTEF s'est offusqué et annonce la création de l'Alliance patriotique pour le travail et l'éthique. Alors, dans le fond, à qui profitent justement ces divergences-là au sommet de l'État? À qui profite? Je ne crois pas que ça profite aux deux protagonistes. Je ne crois pas que ça profite au Sénégal. Parce qu'en vérité, il y a deux personnes qui ont été placées en haut de la hiérarchie de la République, M. Bassirou Diomaye et M. Ousmane Sonko, dans un contexte inédit. Parce que si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même partir des événements qu'on a vécus en 2024. Et que si on perd de vue cet aspect-là, on se met à spéculer hors texte. Le contexte, c'est que M. Bassirou Diomaye Faye a été désigné comme candidat d'un parti et désigné par M. Ousmane Sonko. Et il est arrivé au pouvoir en tant que tel. Et dans le cadre d'un parti où il n'était pas le responsable, où il n'était pas présumé être le candidat. Donc il y a une personnalité charismatique dans ce parti, c'est M. Ousmane Sonko. Il y a des accords qui ont été signés, certainement, ou verbalement établis entre les deux, mais toujours est-il que le président présumé, c'était M. Ousmane Sonko. Et M. Bassirou Diomaye Faye lui-même a reconnu qu'il est resté 10 ans à vouloir élire M. Sonko et qu'en 10 jours, ce dernier l'a élu. Donc, dans ce contexte-là, si on veut regarder la République du Sénégal avec les grilles de lecture de ce qui s'est passé antérieurement ou ailleurs, on est en train de mal lire la réalité. Cette réalité, il faut la lire telle qu'elle est. Sinon, évidemment, on reste dans des prismes qui ne sont pas conformes à la réalité actuelle. En tout cas, on note déjà que cette tension au sommet de l'État a bien sûr des conséquences et pour les acteurs eux-mêmes et pour le pays dans son ensemble. Mais c'est là où c'est dommage. Parce qu'en vérité, beaucoup d'espoir a été placé sur ce duo-là, ce tandem-là. Donc, il y a beaucoup d'espoir et surtout, on a une réalité qui est là que le régime précédent a commis beaucoup de dégâts et ils ont trouvé une situation très délétère et cette situation se traduit par le fait que les populations sont fatiguées à tous les niveaux, au niveau de la santé, de l'éducation, de l'économie, des ménages, partout, tout est difficile. Donc cela veut dire qu'il y a une attente très forte, il y a une réalité très difficile, et il y a des enjeux, des défis et des menaces. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal et peut-être en Afrique, c'est un élan de souverainisme. Lequel élan est tributaire justement d'une réalité longue de plusieurs siècles pendant lesquels nous avons été dominés. Et il s'agit aujourd'hui de s'en sortir. Et pour s'en sortir, il faut des ruptures. Et ces ruptures-là, il faut les assumer jusqu'au bout. Sinon, évidemment, on restera dans le statu quo ante et cela ne sert pas le pays. Il y a une autre menace autour de nous dans le Sahel. Qu'est-ce qui se passe? On est menacé de toutes parts. Donc, au regard de ce défi-là, de souverainisme, au regard des menaces qui sont autour de nous, une ceinture d'insécurité autour du Sénégal. Au regard de ces défis-là, il faut nourrir les gens, il faut
les soigner, il faut qu'ils aillent à l'école. Et au niveau des attentes, ce qu'il faut, c'est que ce duo-là ne déçoive pas. C'est que ce duo-là se ressaisisse et comprenne qu'au-delà de leur personne, c'est le pays, ce sont les enjeux qui sont les plus importants. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Mboy, c'est vrai, vous l'avez dit, les Sénégalais fondent beaucoup d'espoir sur ce duo au sommet de l'État. Alors, Demba Gueye, cette instabilité au sommet de l'État est mal perçue par les marchés, il faut le dire. Les eurobonds ont chuté et les investisseurs s'inquiètent du spectre de l'instabilité politique. Que faut-il faire pour arrêter toute cette situation et essayer de se projeter à l'avenir? Je vais répondre à votre question, Barthélémy, mais permettez-moi un peu de revenir très rapidement sur le raisonnement de mon doyen, Mbodj, que je connais, mais qui ne me connaît pas, parce que sur le plan de l'engagement citoyen, il est beaucoup plus productif que moi, donc je le félicite pour cela, je le respecte beaucoup. Mais penser que la grille de lecture du statut du chef de l'État doit changer en fonction des contextes. Moi, à mon avis, ça peut être une erreur. Je pense qu'un chef d'État, c'est un chef d'État. Il est régi par des textes. Le premier de ces textes, c'est la Constitution. Et donc, l'exercice de son pouvoir est normé depuis très longtemps. Et que cet exercice, ce statut n'a pas besoin de contexte. Il a besoin d'être respecté dans toute sa rigueur. Et donc, évoquer la situation qui a porté Diomaye à la présidence de la République, c'est une chose, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais une fois que Diomaye est élu, il cesse d'être le militant de PASTEF, il cesse d'être quelqu'un qui a été choisi par Ousmane Sonko et qui doit obéir pour cela à ses desiderata et aux desiderata des militants du PASTEF. Il reste le président de la République qu'on ne doit pas fragiliser. Ouais. Et le constat est très têtu. Le constat est très têtu, c'est que le président Diomaye est fragilisé par son propre parti, je le dis et je le répète. Regardez ce qui s'est passé sur sa page Facebook au lendemain de la décision qu'il a prise concernant la nomination de Aminata Touré. Regardez ce qui s'est passé avant tout cela. Donc, pour quelqu'un qui défend... Il a été élu mais pas accompagné, c'est ça? Absolument. Pour quelqu'un qui défend donc des positions de principe, doit quand même... Il peut y avoir des divergences politiques à l'intérieur de leur parti. Je l'ai dit, si ces divergences existent, ils n'ont qu'à discuter à l'intérieur de leur parti. Mais en dehors du parti, le président Diomaye doit être respecté en tant que chef de l'État. Maintenant, après cela, pour répondre à votre question, vous savez, cette guerre politique qui se passe à l'intérieur d'un parti politique et qui oppose deux autorités les plus importantes du pays, le Premier ministre et le président de la République, impacte directement la marche de l'État. Les gens, je les écoute, je les entends, ils disent oui, ça va après bloquer les institutions. Ça, ce sont les conséquences extrêmes. Les conséquences extrêmes. Mais les conséquences sont déjà là. Les conséquences pour l'économie du Sénégal sont déjà là. À cause de cette guerre, les marchés financiers sont très frileux sur la question du Sénégal. Je discute un peu avec quelques analystes, y compris des membres des institutions financières, mais j'avoue que la situation est beaucoup plus préoccupante qu'on ne le pense. Et cette situation, elle est souvent envenimée par les déclarations d'Ousmane Sonko. Prenez l'exemple du meeting du 8. C'est le meeting du 8 qui a précipité... Le Terra Meeting. Le Terra Meeting. C'est ce Terra Meeting-là et la déclaration d'Ousmane Sonko, quand il évoquait la question du FMI, c'est cette déclaration-là qui a précipité, qui a fait baisser les obligations du Sénégal à un niveau historique. C'est pas moi qui le dis. Ouais. C'est la presse internationale. Oui, parce qu'on constate tous que la note souveraine du Sénégal chute davantage. Absolument. Et après la baisse des obligations du Sénégal, ça en est suivi la baisse également de la note souveraine du Sénégal par Moody's. Vous voyez, donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette guerre qui se passe au sein du PASTEF est en train d'impacter directement la vie économique du Sénégal et donc le niveau de vie des Sénégalais, le panier de la ménagère. Et donc, les gens, au lieu de se focaliser sur les conséquences, ils parlent de façon vraiment subjective et c'est ça qui me désole un peu. Les gens analysent chacun en fonction de ses intérêts politiques, en fonction de ses accointances et en fonction surtout de son émotion. Ils parlent de trahison, ils ramènent des choses à une dimension véritablement émotionnelle en oubliant véritablement... Alors que les véritables conséquences sont là.
absolument les véritables conséquences sont Merci Demba Gueye, analyste politique. Mamadou Mbouch, je termine en quelques secondes avec vous. Une division profonde au sein du pouvoir en place. Est-ce que cette division ne pourrait pas en quelque sorte offrir une opportunité à l'opposition aussi? Bien, certainement, parce que lorsque le pouvoir s'effrite et se divise, évidemment, l'opposition pourrait éventuellement en profiter. Seulement, il faut signaler simplement que les déclarations du gouvernement sont des déclarations qu'il faut prendre également dans un contexte particulier. En vérité, moi, je pense que ce que qu'on devrait reprocher au Premier ministre et au Président, c'est de n'avoir pas été toujours capable de mobiliser les énergies locales. Parce qu'en vérité, le FMI et les forces impérialistes qui ne veulent pas que l'on sorte de cette situation-là ne nous épargneront rien et nous feront tout pour que ce pouvoir-là échoue. À partir de ce moment-là, il s'agit de mobiliser les énergies internes pour faire face à cette réalité. On devrait pouvoir, à l'interne ou en tout cas dans la sous-région, mobiliser les fonds pour nous autofinancer. Et ça, c'est un défi qu'il faut relever, mais on ne peut pas le relever dans la division. On ne peut pas le relever lorsqu'il n'y a pas une confiance entre les groupes sociaux qui sont dans ce pays-là, en tout cas à minima. Il y a un minimum de mobilisation de la population sénégalaise et de la population est-africaine pour justement faire face à ces challenges-là de l'extérieur et aux oppositions, disons, aux obstacles qui sont dressés sur notre chemin par ceux qui sont à l'interne et ceux qui sont à l'externe. À l'externe. Merci Mohamedou Mbouch, coordinateur du F24. Merci également à Demba Gueye, analyste politique. Vous allez poursuivre le débat tout à l'heure dans le journal en Wolof qui vous sera présenté dans 10 minutes par Eladj Ndiogou plutôt. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliba, réalisation Ndiogou. Il sera là pour le 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.